Michel Aglietta nous a quittés le 24 avril 2025 à l'âge de 87 ans. Il fut l'un des plus grands économistes de sa génération et l'une des figures les plus marquantes de l'économie dans notre université Paris-Nanterre, dans laquelle il fit la quasi-intégralité de sa carrière. Mais Michel Aglietta n'était pas seulement un économiste, un penseur du capitalisme, un penseur des évolutions du capitalisme, de ses crises et surtout un penseur de la monnaie. Il était également reconnu des historiens, des anthropologues, des politistes. C'était avant tout un économiste ancré dans les sciences sociales. Cette façon qu'il avait de briser les barrières disciplinaires pour réconcilier l'économique, le social, l'écologie, est aux antipodes des pratiques contemporaines d'hyperspécialisation qui, finalement, aujourd'hui, entravent la compréhension de la complexité du monde et notamment la manière dont nous pouvons répondre aux défis auxquels nous avons à faire face. Michel Aglietta a été un économiste engagé dans les débats de son temps, de ceux que l'on qualifie usuellement d'experts économiques. Cette fonction d'expertise, il l'a exercée toute sa carrière au Centre d'études prospectives et d'information internationale, le CEPI, auquel il était attaché jusqu'à la fin de sa carrière et même jusqu'à son décès en réalité. Michel Aglietta a également été conseiller auprès de la Banque de France de 1989 à 1999 et dans ce cadre, il a œuvré à l'introduction de l'euro. Il a également été membre du Conseil d'analyse économique de 1997 à 2003 et membre du Haut Conseil des finances publiques de mars 2013 à septembre 2015. Pour autant, Michel Aglietta n'est pas du tout la figure usuelle de l'expert économique. L'expert économique en général a un savoir qui est assez strictement délimité à son champ d'expertise, un savoir le plus souvent essentiellement opérationnel et surtout dont les ancrages théoriques sont, disons, souvent, assez faibles. Michel Aglietta était tout le contraire de cela. Il avait des ancrages théoriques forts, cohérents, structurés. Ses travaux, y compris ses travaux les plus policés, ceux que l'on attribue généralement à de l'expertise économique, ont une véritable ossature théorique, souvent très novateurs. Ce sont des travaux qui offrent des clés de compréhension des évolutions du capitalisme, de la diversité du capitalisme, de ses formes, de ses crises, de ses mutations structurelles, et cela sous le prisme des transformations des institutions clés du capitalisme. Évoquer l'œuvre de Michel Aglietta, c'est évidemment rappeler qu'il a été le cofondateur de ce qu'on appelle la théorie de la régulation, qui est un courant économique qui a eu une très grande importance. Il était, de ce point de vue, indiscutablement un économiste institutionnaliste. Cette pensée institutionnaliste et cette pensée associée à l'école de la régulation perdure aujourd'hui à l'université Paris-Nanterre, mais dans bien d'autres institutions, dans bien d'autres universités, et une nouvelle génération de chercheurs revivifie ce courant. Si l'objet d'étude de la théorie de la régulation est indiscutablement le capitalisme, elle ne propose pas une théorie du capitalisme. Elle propose une lecture théorique de l'évolution du capitalisme qui combine des influences théoriques de grands penseurs, de penseurs majeurs du capitalisme comme Marx, Polanyi, Minsky, Kalecki, Keynes. Cette approche se revendique également d'autres sciences sociales, au premier rang desquelles l'histoire, avec une revendication assumée de filiation avec Braudel et avec l'école historique allemande. L'approche de la régulation, en fait, personnellement, je préfère le terme approche de la régulation plutôt que théorie de la régulation, justement parce que ce n'est pas une théorie au sens où on parlerait de la théorie néoclassique, par exemple. Cette approche de la régulation, elle se définit donc comme une macroéconomie institutionnaliste. Alors pourquoi ? En ce sens que les régularités macroéconomiques sont causalement rattachées à un système de règles institutionnelles, historiquement datées. Donc c'est une macroéconomie institutionnelle et historique. En fait, le pari, c'est d'historiciser la théorie. Pari, à mon sens, tout à fait réussi. Ce programme de recherche s'est révélé très fructueux. En témoigne le profond renouvellement de la théorie de la régulation dans la période récente, l'émergence d'une jeune génération de chercheurs qui se reconnaissent dans cette démarche de recherche et qui, pour certains, tentent de faire la jonction entre la théorie de la régulation et l'économie écologique. Ce programme de recherche, régulationniste donc, trouve son origine dans une critique radicale
de la théorie néoclassique. Théorie néoclassique qui d'ailleurs ne s'intéresse pas au capitalisme, mais s'intéresse à l'économie de marché, qui postule le caractère autorégulateur des marchés et donc qui ne permet pas de comprendre les crises endogènes au capitalisme, qui ne permet pas de comprendre l'évolution historique du capitalisme et qui ne permet pas de comprendre le contenu social des relations économiques. La pensée de Michel Aglietta est aux antipodes de la théorie néoclassique. C'est une pensée systémique, c'est une pensée holiste, et cela quel que soit le champ étudié, que ce soit la monnaie, que ce soit l'instabilité financière, que ce soit le rapport salarial, que ce soit la crise écologique, et évidemment j'oublie tout un tas de thématiques qu'a investigué Michel Aglietta. Dans tous ces champs, l'économique, le social, le politique ne sont jamais dissociés. La théorie pure, la théorie décontextualisée, ahistorique, est rejetée tant par l'école de la régulation qu'évidemment par Michel Aglietta, qui est l'un de ses fondateurs. Le programme de recherche qu'il a initié, en fait, vise à comprendre comment la conflictualité entre les capitalistes et les salariés, qui est inhérente au capitalisme, et on retrouve bien là la filiation marxiste, comment cette conflictualité est d'une certaine manière maîtrisée, domptée. C'est précisément pourquoi la question de la viabilité de l'ensemble des compromis institutionnalisés entre des groupes sociaux qui ont des objectifs et des intérêts objectivement antagoniques, c'est une question de recherche clé. C'est également pourquoi les complémentarités institutionnelles qui en résultent est également une question clé. Michel Aglietta et la théorie de la régulation s'intéressent finalement à la puissance d'expansion du capitalisme qui, pour simplifier à l'extrême, est un régime qui consiste à faire de l'argent avec de l'argent. Et là, on retrouve bien encore la filiation marxiste, le fameux AMA' de Marx. Le capitalisme, dans les travaux de Michel Aglietta, est pensé comme une économie monétaire de production. Une économie monétaire de production, ça signifie une économie dans laquelle il existe une inégalité fondamentale entre les capitalistes et les salariés, et cette inégalité est dans le droit d'accès à la monnaie. Le capitaliste, c'est celui qui a accès à la monnaie pour acquérir des moyens de production en vue de faire de l'argent, c'est-à-dire qu'il s'endette sur la base d'une richesse future anticipée et donc de manière totalement détachée d'une épargne préalable. Le salarié, lui, c'est celui qui a accès à la monnaie en louant sa force de travail. On retrouve ici la parenté avec Kalecki, cette fameuse phrase « Les capitalistes gagnent ce qu'ils dépensent ». Les salariés dépensent ce qu'ils gagnent. Ce qui correspond également au paradoxe de la jarre de la veuve que l'on retrouve dans les travaux de Keynes. La compréhension de la monnaie comme institution sociale clé du capitalisme est vraiment l'un des apports majeurs de l'œuvre de Michel Aglietta, notamment à partir de la publication de l'ouvrage « La violence de la monnaie » qu'il a coécrit avec André Orléans. Ce livre a ouvert un programme de recherche qui s'est révélé excessivement fructueux, qui continue encore à vivre et à se développer, qui est le programme de la théorie institutionnaliste de la monnaie. Ce cadre théorique induit une rupture paradigmatique majeure dans le concept de valeur, qui est un concept clé en économie. La monnaie est analysée comme un processus social qui, par la médiation de la monnaie, reconnaît l'activité de tous les participants à l'économie marchande. Ce qui est important, c'est que la valeur n'est pas un préalable à l'échange. Elle est produite, elle est reconnue dans l'échange et plus précisément dans le paiement, c'est-à-dire dans l'acte par lequel la société, qui est représentée par celui qui possède la monnaie ou qui a un accès à la monnaie, achète l'objet, l'actif ou la force de travail. Là, on est vraiment aux antipodes de l'approche de la valeur portée par la théorie néoclassique, mais par contre, on est assez proche d'une approche théorique de la valeur portée par un économiste comme Jean Cartelier, également un grand théoricien de la monnaie, également associé à notre université Paris-Nanterre. Dans la théorie monétaire d'Aglietta et Orléans, l'ambivalence de la monnaie est vraiment un concept clé pour comprendre les dynamiques du capitalisme et pour comprendre les interrelations
entre la monnaie et la finance, et donc pour comprendre les crises monétaires et financières. L'influence de René Girard, notamment à travers le concept de désir mimétique, et de Georg Simmel, est tout à fait frappante. Georg Simmel, dans Philosophie de l'argent, nous explique que l'argent est l'exemple le plus parfait de la promotion psychologique des moyens au rang de fin. Il s'agit là d'une citation de Georg Simmel. Et cette formulation traduit parfaitement l'ambivalence de la monnaie telle que conceptualisée par Aglietta et Orléans. La monnaie est le langage des échanges marchands en tant qu'unité de compte et elle est le moyen absolu dans sa fonction de circulation. Unité de compte et fonction circulatoire font de la monnaie une institution de cohésion sociale, une institution qui permet la maîtrise de la violence dans la société. Mais en même temps, la monnaie, qui donc est pacificatrice par ces deux fonctions, la monnaie, à travers le désir de richesse, à travers le désir d'accumulation, la cupidité, qui est propre au régime capitaliste, eh bien, la monnaie, là, va devenir vecteur de division sociale, va devenir vecteur de différenciation sociale. C'est-à-dire quand la possession de monnaie ou l'accès à la monnaie devient non un moyen, mais une fin absolue. Et alors là, la puissance que la monnaie procure se met au service de la différenciation sociale. D'où ce concept d'ambivalence de la monnaie. Une monnaie pacificatrice, vecteur de lien social, mais qui, dans sa fonction d'accumulation, de désir de richesse, devient vecteur de dissension et vecteur de fracturation sociale. Ce qui est absolument passionnant dans les travaux d'Aglietta, c'est la très grande cohérence entre le socle théorique mobilisé et des travaux plus policy, des travaux plus de politique économique, qui ne trouvent leur puissance et leur pertinence qu'à l'aune de ce socle théorique. Méconnaître cette cohérence entre ces travaux théoriques et ces travaux plus empiriques, plus propositionnels, d'un point de vue de la politique économique, c'est vraiment passer à côté de la puissance intellectuelle de Michel Aglietta, et c'est avoir une vision totalement tronquée de son œuvre. Pour illustrer cette idée, je prendrai deux exemples. Évidemment, c'est très parcellaire, mais je prendrai l'exemple de l'instabilité financière et de l'euro. Dans nos économies contemporaines, l'émission monétaire est privatisée. Ce qui signifie que l'essentiel de la monnaie créée est créé par des banques qui sont des entités privées. Pour autant, cela ne doit pas nous faire oublier que la monnaie reste une institution sociale, une entité collective, le socle du tout marchand. Et c'est là que les travaux de Michel Aglietta nous permettent de comprendre le rapport crucial, déterminant entre monnaie et finance. Toute monnaie est à son émission la dette de l'émetteur sur lui-même. La monnaie bancaire est une dette privée unanimement acceptée dans les paiements des agents non financiers. Et pourquoi ? Eh bien parce qu'elle est reconnue par la société. Elle est reconnue par la société dans le système de règlement des dettes, c'est-à-dire dans le système de conversion de toutes les dettes dans une forme supérieure qui est la monnaie ultime émise par la Banque centrale dans nos systèmes. Dans nos systèmes monétaires contemporains, où la monnaie est fiduciaire, c'est-à-dire une monnaie qui n'est fondée que sur la confiance, l'acceptabilité de la monnaie bancaire, donc de la dette des banques comme monnaie, se fonde sur la convertibilité au pair dans la liquidité ultime émise par la Banque centrale. La monnaie de la Banque centrale est une assignation sur la société dans son ensemble. Et c'est précisément pour cela que la stabilité financière, qui finalement est la stabilité du système collectif de reconnaissance et de règlement des dettes, c'est précisément pour cela que c'est crucial de garantir la stabilité financière, parce que ce n'est pas uniquement cela, c'est beaucoup plus. C'est également garantir l'acceptabilité de la monnaie, c'est-à-dire l'acceptabilité d'une des institutions clés du capitalisme, une institution qui est un lien social, qui est le socle du tout marchand. Cette conception du lien indéfectible entre monnaie et finance a des implications directes en termes de politique économique. Elle donne les clés de compréhension du fait qu'il y a en fait un continuum entre la politique monétaire, qui est en charge l'ancrage monétaire, la lutte contre l'inflation, la politique prudentielle, qui, elle, s'intéresse à essayer de prévenir l'instabilité financière avant qu'elle ne se produise, et la politique de gestion des crises financières, c'est-à-dire la dimension curative, ce qui relève du prêteur en dernier ressort et du market maker en dernier ressort. En fait, ces travaux permettent de comprendre que ce ne sont pas des politiques disjointes, qu'il faut les penser les unes par rapport aux autres. On comprend pleinement les
implications de certaines propositions prudentielles ou macroprudentielles, ou alors même certaines politiques non conventionnelles, monétaires non conventionnelles, on ne les comprend pleinement qu'à l'aune de cette conception de la théorie monétaire et de la monnaie. On ne les comprend pas du tout à l'aune d'une approche purement quantitative de la monnaie. Ce cadre conceptuel permet également de comprendre pourquoi l'euro est une monnaie incomplète, et cela tant que la prévention et surtout la gestion des crises financières dans la zone euro ne s'opère pas au niveau fédéral. C'est-à-dire, par exemple, tant qu'on n'a pas une assurance dépôt qui soit fédérale, ou tant qu'on n'a pas un dispositif de renflouement des banques européennes qui soit fédéral et non dépendant uniquement du pays de la maison mère. Ici, on a bien le lien indéfectible, en fait, entre monnaie et souverain qui intéressait tant Michel Aglietta. C'est par exemple très utile pour comprendre la manière dont on a géré la crise de la dette souveraine et pourquoi à ce moment-là, on s'est posé la question éventuellement de la sortie de certains pays de l'euro et éventuellement de la disparition de l'euro. Michel Aglietta n'était pas seulement un grand économiste et un grand chercheur en sciences sociales, c'était également un visionnaire. Cette capacité à percevoir et à analyser avant les autres des enjeux économiques et sociétaux majeurs, mais non encore véritablement perçus dans la société ni même dans la communauté des économistes, est tout à fait fascinante. On peut l'illustrer à travers de multiples exemples. Sans souci d'exhaustivité, on peut citer par exemple son analyse du risque systémique, qui, dès le début des années 90, en s'inscrivant dans la continuité des travaux d'Iman Minsky, a remis en cause la portée pratique du concept d'efficience des marchés et a donné les clés, mais presque 15 ans avant que la crise ne se produise, a donné les clés de compréhension des ressorts de la crise de 2007-2008, c'est-à-dire de la grande crise financière que nous avons connue à ce moment-là. Plus de 15 ans avant qu'elle ne se produise. À l'époque, quand Michel Aglietta a sorti ses travaux sur le risque systémique, beaucoup d'économistes y ont vu les travaux, disons, d'un oiseau de mauvais augure. Quelqu'un qui est un empêcheur de tourner en rond, puisque la finance était censée s'autoréguler et nous apporter une meilleure allocation des ressources, une meilleure gestion des risques et dissémination des risques. Dans la même veine, ces travaux, dans les années 2000, ont mis en évidence les effets pervers du capitalisme financiarisé et de la recherche insatiable de rendement à court terme, ces effets pervers sur la gouvernance des firmes cotées, sur le tassement de l'investissement réel et sur l'instabilité financière. Malheureusement, les faits lui ont donné de nouveau raison. Dans la dernière partie de sa vie, à partir des années 2010 à peu près, ses travaux dans le champ de l'écologie ont également ouvert un programme de recherche novateur, fructueux et à mon sens visionnaire, dans lequel s'engouffrent aujourd'hui de jeunes chercheurs qui cherchent à repenser la théorie de la régulation à l'ère de l'Anthropocène. Étant passé au début de sa carrière par le Commissariat général au plan, Michel Aglietta était très soucieux en fait que l'économie ne soit pas soumise aux diktats du court-termisme et à la myopie des enjeux de long terme qui sont si cruciaux en matière écologique. Et c'est pour ça que très tôt, il a alerté sur le besoin, beaucoup plus tôt que d'autres, sur le besoin d'une planification écologique pour accompagner la vision stratégique de la transition écologique. En collaboration avec Étienne Espagne, il a creusé la question des liens entre l'écologie politique et les mutations du capitalisme, en cherchant à comprendre ensemble, dans un même mouvement, les dynamiques capitalistes et les dynamiques écologiques de très long terme. Cela l'a conduit à une relecture du fordisme beaucoup moins, disons, positive que celle qui prévalait jusque-là, alors même que le fordisme et le régime d'accumulation fordiste, son analyse avait précisément été popularisée par la théorie de la régulation qu'il a cofondée. Cette relecture est centrée sur l'insoutenabilité environnementale tant du capitalisme fordisme que du capitalisme financiarisé contemporain. Il relie la stabilité du régime fordiste à la stabilisation organisée et coordonnée au niveau international du prix du pétrole. En cohérence avec ses travaux antérieurs, Michel Aglietta, dans cette dernière partie de sa vie, soutient que les modes de création monétaire
le régime monétaro-financier national et international peuvent être des leviers très efficaces de lutte contre la crise écologique et donc de mise en place d'une économie véritablement bas carbone et plus respectueuse des écosystèmes. Il était notamment convaincu de l'impératif à organiser des transferts massifs, des transferts financiers massifs nord-sud pour décarboner les infrastructures des pays en développement et émergents. Et il s'intéressait également aux modalités de transformation de la finance dans les pays du Nord. Il a ainsi fait de très nombreuses propositions, allant de la mobilisation des DTS à la création d'un fonds dédié aux investissements climat dans les pays du Sud global, en passant par des propositions très novatrices, comme par exemple la création d'une nouvelle classe d'actifs financiers qui serait caractérisée par leur contribution aux réductions des émissions de gaz à effet de serre, dont on calculerait la valeur sociale et qui serait acceptée au bilan des banques centrales, au premier rang desquelles la Banque centrale européenne. Notre communauté universitaire nanterroise, plus généralement la communauté universitaire française et je dirais internationale, perd l'un de ceux qui ont porté très haut le rayonnement de notre université et plus généralement des travaux académiques. Michel Aglietta a formé une cinquantaine de doctorants à Paris-Nanterre qui, à leur tour, sont devenus des semeurs de sa pensée dans le monde académique, en France et à l'étranger, dans des universités françaises et hors de France, au CNRS, à l'EHESS, dans les grandes institutions françaises, européennes et internationales, à la Banque de France, à la Banque des règlements internationaux, à l'ESMA, au Fonds monétaire européen, au Fonds monétaire international, à la Commission européenne, à la Banque mondiale. Dans toutes ces institutions, vous avez des anciens doctorants de Michel Aglietta. Mais également dans le monde dit professionnel, à savoir dans des grandes institutions financières ou des entreprises privées. J'espère que ces quelques minutes d'hommage, qui évidemment donnent une vision très parcellaire de l'œuvre de Michel Aglietta, vous auront donné l'envie de lire, de relire et de vous nourrir de l'œuvre de Michel Aglietta. C'est un investissement qui se révélera fructueux.